Bonjour, je suis Stella Warnier et je suis ravie que vous écoutiez Raconte-moi un commun. Je reçois une personne qui m'a inspirée pour partager un récit d'entraide, de soins, de mise en commun et de bâtir le quotidien dont on rêve. Pour soutenir le balado et me permettre de continuer à mettre en lumière les communs, abonnez-vous, commentez, faites circuler les épisodes. Pour comprendre c'est quoi, les communs, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction du balado. J'ai hâte de vous partager toutes ces histoires, parce que créer du lien et se libérer de l'individualisme, c'est ensemble qu'on peut le faire. Des agriculteurs et des agricultrices qui font don de leurs légumes invendus. Des gens qui sillonnent les routes pour remplir le coffre de leur voiture et distribuer les aliments gratuitement. Puis un jour, un partenariat avec l'Union des producteurs agricoles qui débouche sur l'accès à une terre située à l'île Bizarre. Aujourd'hui, la ferme des greniers agricoles est entièrement portée par des bénévoles et la nourriture est offerte, toujours gratuitement, à des mouvements sociaux, des campements étudiants et des groupes de défense des milieux naturels. Mais au-delà de l'alimentation, c'est un véritable réseau de solidarité que les greniers agricoles ont tissé sur un large territoire, mêlant engagement politique paysan et apprentissage de l'autonomie en plein air. Avec Pascal, dans cet épisode, on parle entre autres de la nourriture comme coagulant social, des conséquences du manque d'accès aux terres agricoles, de ce qu'est une ferme anticapitaliste, de comment démarrer des greniers dans sa région et de nommer les utopies pour encourager la transformation. Les greniers agricoles sont en pleine campagne de sociofinancement avec la ruche et s'ils atteignent leur objectif de 95 000 $ avant le 15 juillet, la ruche doublera ce montant. Il reste encore du temps pour les soutenir. J'espère que cet épisode vous inspirera. Bonne écoute! Pascal, bonjour! Allô Stella! Merci de me recevoir en cette journée caniculaire. J'espère qu'on va se rendre à la fin de l'enregistrement sans s'évanouir de chaud. On va faire notre mieux. Pascal, tu as étudié en agriculture biologique. Tu es maraîcher sur des fermes bio depuis 2 ans et tu as participé à la fondation des greniers agricoles dont on va parler aujourd'hui. Oui. Tu as écouté des épisodes du balado, donc tu es déjà prêt pour ma première question. J'ai fait mes devoirs. Pascal, quelles valeurs sont fondamentales pour toi? Oui, j'ai réfléchi à cette question-là, puis, tu sais, évidemment, je pourrais dire des choses comme la justice sociale, l'égalité, la solidarité, ces choses-là. Mais je pense que maintenant, moi, ce qui m'importe plus, c'est que l'important, c'est d'incarner ces valeurs dans l'action aussi. Je pense qu'on est rendu à une époque où la température monte, puis quoi que tu fasses, fais-le. C'est très important, là, parce que si tu tiens à des valeurs de solidarité entre les personnes logées ou non logées, des rapports de solidarité avec les personnes migrantes, mais il faut que tu les incarnes, ces valeurs-là, parce qu'on a besoin de gens pour les défendre, Des ces gens valeurs-là. cohérents. Des gens cohérents dans ce qu'ils pensent puis dans leurs actions. Moi, je pense que ma valeur fondamentale, c'est de l'incarner dans l'action en premier. Ben, c'est très beau, puis je trouve que ça touche à l'idée que quand tu dis la chaleur monte, peu importe ce qu'on veut faire, faites-le. Ça rejoint cette idée qu'on a toutes et tous un rôle à jouer, peu importe lequel, donc pour ça inspirant. Ouais, je pense que la passivité nous rend complices là, en ce moment. Les greniers agricoles, c'est un collectif paysan, militant, ici au Québec, qui relie l'agriculture écologique avec les luttes sociales, les luttes environnementales. Avec les greniers, vous cultivez, vous distribuez des légumes pour soutenir les mouvements, les actions directes, les groupes communautaires. Et les greniers agricoles ont débuté en 2024. Ça partait initialement d'une volonté de soutenir les campements pour la Palestine à l'université McGill. Veux-tu nous raconter un peu ça? Au fond, ça a commencé, les greniers agricoles, comme tu l'as bien décrit. Je pense que c'était vraiment aussi dans un désir de... La question du génocide palestinien, c'est un enjeu qui peut sembler très loin, mais il y avait des gens à McGill, à Montréal, qui avaient quand même fait un beau travail de comment on peut avoir de l'impact sur cette question-là ici. Puis c'est tout simplement né d'un désir de participer à cette lutte-là. C'était des gens qui occupaient le campus. À l'époque, on se rappelle là, comme qui avaient occupé le campus de McGill, qui vivaient en permanence puis qui avaient un besoin Oui, il y avait de des tentes, il y nourriture. avait tout ça, là. Exact, exact. Puis je pense que même ça, juste la pratique d'occuper l'espace, en fait, c'était en soi révolutionnaire pour moi. Puis et vraiment de l'articuler autour d'une lutte comme la cause palestinienne, c'est quelque chose qui venait nous chercher. J'ai écrit à quelques camarades avec qui j'avais étudié en agriculture. On s'est mis ensemble. Dans Montérégie, où je pratiquais l'agriculture, il y a beaucoup de 5 à 7 de fermiers. En fait, c'est une façon de passer au travers de la saison. Donc, j'ai commencé à jaser de comme «Hey, il y a ça qui se passe, est-ce que vous avez des légumes d'extra qu'on pourrait envoyer là?» Puis chemin faisant, ça
sans vraiment s'en Les rendre gens ont compte, on avait embarqué. lancé un réseau. Je pense qu'il y a beaucoup Mmh. de gens sur les fermes qui attendent vraiment juste le moment de participer, mais le problème, c'est que juste avoir une ferme, c'est tellement prenant que c'est dur d'y ajouter une Ouais. activité autre, surtout en ville. Fait que rapidement, on est comme devenu un peu le pont entre l'énergie politique de la ville puis ce qui se fait en région, finalement. Ouais. Oh wow! Puis en 2025, il y avait 11 fermes parmi les greniers agricoles, des réseaux en Estrie, en Montérégie. Ça a vraiment pris de l'ampleur. Puis il y a 3 volets dont j'aimerais qu'on parle pour présenter les greniers agricoles: la distribution, la production, puis la cuisine collective. Donc pour commencer avec la distribution, je pense que c'est un peu à la jeunesse du projet également. Oui. La distribution, en fait, c'est surtout il y a beaucoup de travail de coordination de comment dans telle région, on a telle ferme. La ferme A et B, leurs extraits, elles l'ont le vendredi. La ferme C et D, elles l'ont le jeudi. Donc, c'est de coordonner ça et aussi coordonner la partie, OK, ben, où on achemine tous ces aliments-là. Donc, c'est de développer un réseau aussi au niveau militant de ce qui se passe sur le territoire, avoir quelques informations d'avance sur des actions qui s'en viennent ou tout simplement d'être en contact avec des programmes d'aide mutuelle, des initiatives comme Food Not Bombs ou Food Against Fascism qui sont dans nos valeurs puis qui font des repas à chaque semaine. Donc, c'est de faire vraiment ce pont-là. Dit de même, ça semble facile, mais c'est beaucoup d'heures en voiture. Tu sais. Il y a une image qui est associée au grenier agricole qui est très comme en nature sur les champs, mais il y a en fait beaucoup d'heures dans le trafic sur Crémazie. Tu sais. Et ça, c'est Ouais, aussi une c'est réalité. moins romantique un peu dit S- comme ça, mais ça fait Parfois, c'est partie moins de romantique. Ouais, exact. tous ces légumes-là qui sont, on va dire extra, invendus, peut-être aussi des légumes qui sont pas assez beaux pour la mise en marché des fermiers. Qu'est-ce qui arrive avec ces légumes-là habituellement s'ils sont pas redistribués gratuitement? Oui, ben, faut dire que nous, on parle quand même à des gens qui sont sensibilisés à ces enjeux-là là, de gaspillage alimentaire. Souvent, les petites fermes bio, c'est beaucoup de travail manuel. Donc, les gens comprennent très bien l'effort qu'il y a derrière faire pousser une carotte. Elles sont sensibles aux Oui, enjeux. Souvent, elles ont déjà des partenariats avec les banques alimentaires de leur région, que je trouve très bien. Moi, je pense que là où il faut dépasser ça à certains endroits. C'est que la banque alimentaire, c'est un beau plaster sur un problème, mais il faut s'attaquer aux causes systémiques, en fait, qui entourent la pauvreté, qui entourent les inégalités sociales. Puis c'est un peu le message qu'on a pour les fermes de faire comme hey, il y a des enjeux politiques dans nos communautés autour. On peut pas rester ouais, passif face à ça. Il faut se mettre ensemble. Puis beaucoup embarquent. En fait, je pense que, comme tu disais, on est à 11 fermes. Mais on pourrait être beaucoup plus. C'est mais oui, vraiment nos limites territoriales de la distance qu'on est capable de faire en voiture sans complètement s'aliéner, oui, qui nous freine, en fait. ouais. L'autre volet, c'est la production. C'est un peu plus récent avec les greniers. Vous avez notamment l'accès à une terre, là, ça on va en parler aussi. Ouais. Vous produisez maintenant aussi vos légumes. Ça, on a un peu commencé par la bombe, mais on avait réussi l'année passée à se faire offrir une serre pour l'hiver. Puis en fait, c'est juste que ça répond à un enjeu de distribution à l'année parce que les fermes, elles n'auront pas d'extra pour toi en janvier, là. Ouais, Tu sais, ça existe pas ça. Donc, on s'est rapidement rendu compte, en fait, qu'il y a comme un décalage entre le calendrier militant puis le calendrier agricole. Tu sais, comme le calendrier militant politique est très chaud jusqu'à la début mai. Ensuite, il y a comme un cool down pendant l'été. C'est à ce moment-là que nous, on est comme à notre plus haut des surplus. ouais, Donc, c'est comme pas les bonnes vagues. Fait que tout ça pour te dire que on a cherché à assurer des productions autonomes pour les militants parce qu'on devait s'assurer d'avoir assez de légumes de conservation. Fait que carottes, patates, choux, par exemple, ouais, pour être capable de faire des distributions de repas dans les manifs ou dans des événements citoyens quelconques. Je sais que c'est un volet qu'on va aborder, là, ouais. mais c'est ça. Donc, ça répondait à un besoin de comme, hey, on veut avoir des légumes à l'année, puis on suffit pas par le dumpster diving, en fait, parce que c'est beaucoup comme ça qu'on a comblé les trous de notre saison maraîchère dans les années passées, c'est en pratiquant le dumpster diving. Mais là, on est rendu à un point où Pour ceux les... qui connaissent pas ou qui parlent pas Oui, anglais, là, je sais qu'on a des gens qui nous écoutent, des fois ouais, en non, t'as France. raison, t'as raison. Dumpster diving, peux-tu nous le définir en français? Donc, le dumpster diving, c'est l'action d'aller dans les containers d'épicerie puis de récupérer les aliments qui ont été jetés par les magasins grande surface. Mais qui sont encore tout à fait Qui bons. sont souvent tout à fait bons. Puis en plus, nous, au Québec, on bénéficie d'un climat froid à certaines périodes de l'année qui fait que les aliments sont comme au frigo Encore ou au congelés. congélateur de manière naturelle. Donc, ça aide à la conservation puis ensuite à la transformation. Ouais. Mmh. Puis
Tu l'as dit, distribution de repas dans des manifs, il y a aussi un volet cuisine collective. Tu disais tout à l'heure, hors micro, que la plus grande menace à notre cohésion collective en ce moment, c'est Netflix. Ouais, on a comme eu un podcast avant le podcast, mais Ouais, c'est tout le temps ça. je pense que, tu sais, souvent dans les milieux gauche, on identifie nos ennemis comme étant, par exemple, le gouvernement ou la police et tout. Ouais. Mais en réalité, pour moi, c'est vraiment aussi le gros de la job est simplement de briser l'inertie sociale dans laquelle on se fait comme enfermer. Fait que moi, j'aime dire que notre plus grand ennemi, c'est Netflix. Ouais, Parce que en réalité, le fascisme, la montée de la droite, elle se nourrit vraiment du fait qu'on est isolé puis que nos rapports sociaux sont comme médiatisés complètement. ou comme Mmh. sur internet. Parce qu'à mon avis, tu sais, comme puis je lisais un article là-dessus qui a quand même beaucoup guidé ma réflexion, mais par exemple, si dans ton quartier, il y a, une ligue de bowling, puis que dans cette ligue-là, tu joues avec des gens issus de la communauté, mexicaine ou migrante de différentes façons, Ouais, ben, c'est beaucoup plus difficile après de te convaincre que c'est des illegal aliens pour reprendre la rhétorique de Trump. oui, Donc ces lieux-là, ils servent quand même de tissu social, ils servent à bâtir ce tissu-là, puis ils sont pas cette fondamentalement cohésion. Mmh. politiques, mais il faut briser l'inertie qui fait que tu restes dans ton Ouais. salon. Puis pour nous, la nourriture est vraiment un beau coagulant social parce que ça Mmh. permet de manière naturelle, là, quand il y a de la bouffe gratuite, tu le vois, là, les gens se rassemblent autour de la table, puis on a toutes sortes de petites stratégies pour les garder avec nous. Fait que, par exemple, on n'a jamais de vaisselle jetable. Donc les On gens va doivent t'offrir un revenir. vrai bol, il faut que tu restes avec nous, puis pendant ce temps-là, on a le temps de jaser avec toi, de parler de: «Hey, sais-tu qu'est-ce qui se passe dans ton quartier? Il se passe ça» ou «Comment ça va toi en ce moment? Le loyer?» et tout ça. C'est Ouais. c'est vraiment comme un prétexte pour engager des conversations, en fait, Mais la la politique bouffe du gratuite. quotidien aussi, là, ramener ça à des choses qui sont très près des gens, Exact, de ce que ouais. les gens vivent, ouais. Puis, je pense vraiment que comme souvent on met ça gros, l'activité militante, tu sais, on a des images de confrontation avec la police ou de peut-être de cocktails molotov, je ne sais quoi. Ouais, ouais. Mais en réalité, je pense que puis quand je disais d'incarner ses valeurs, c'est qu'en ce moment, si tu te sens inquiet par l'état du monde, pour moi, peu importe où tu es, fais des barbecues entre voisins. Tu sais, trouve des Ah, ça me fait prétextes. sourire. Trouve des prétextes pour que tes voisins se rassemblent. Trouve des prétextes pour que les gens sur ta rue se parlent. Pour Ouais. moi, ça fait partie de la diversité des tactiques. Puis, une chose qu'on a aussi remarqué au travers de la bouffe puis de l'action de partager un repas, c'est qu'il y a des choses qu'on fait en tant qu'humain qui a été répétées sur tellement de générations qui bypassent nos mécanismes de défense. Si je partage Mmh. une soupe avec toi ou si on coupe des carottes ensemble, on crée du lien ou on crée un lien de confiance sans s'en rendre compte. C'est un peu comme quand tu es en Mmh. camping puis ton regard se perd dans le feu de camp, là. Ouais. Mais ça, c'est une action que, comme humain, on doit faire probablement depuis comme des millénaires. Puis il y a quelque Être en chose qui sécurité près se du feu, c'est ouais. ça, puis il y a quelque chose dans nos corps, on se souvient de ça. Mmh. Puis je pense que le fait de partager un repas, ça transcende les cultures puis les pays. Puis dans nos corps, il y a quelque chose qui se souvient de ça. Puis c'est vraiment de belles façons d'entrer en lien avec les gens. Je pense que pour la gauche, vraiment, puis j'admets les camarades qui continuent de rester sur les plateformes de réseaux sociaux puis à défendre leurs idées, mais à mon avis, on a perdu la guerre des algorithmes, mais Tout à fait. on est encore là dans la rue. Puis il faut Mmh. sortir les gens là où nous on est, puis il faut partager. En fait, il faut travailler à augmenter leur qualité de vie, il faut partager leur struggle. Ouais, Puis voilà, il ouais. faut être dans la rue avec tout le monde. Tout le monde dans la rue. J'aime tellement ta réponse, ça me soulève tellement de réflexions parce que justement, je reviens là de quelques jours à Petit-Saguenay pour le festival Mmh. Virage. D'ailleurs, les greniers agricoles ont donné une présentation, extraordinaire. Personne ne voulait partir et je me suis dit: «Mon Dieu, c'est cool les conférences, mais on n'est pas, des têtes qui flottent. On a des corps. On n'est pas juste des esprits qui Ouais. réfléchissons, on a des affects, on a des émotions, on est là, puis il y a quelque chose de finalement plus puissant dans le fait d'éplucher des patates ensemble que de peut-être avoir un débat ou même sans débattre, avoir une conversation très, très haute surface, philosophie et cetera sur les réseaux sociaux, par exemple. C'est pas là qu'on va aller créer du vrai lien. Puis la manière aussi, je pense, de, travailler la cohésion sociale, c'est pas de rester dans l'entre-soi. Puis quand tu parles de faire des barbecues avec les gens de ton quartier, mais c'est ça aussi, tu sais, c'est d'aller vers des gens, que peut-être l'algorithme
de nos réseaux sociaux ne mettraient pas ensemble sur les plateformes. C'est peut-être pas des gens dont tu verrais les publications, dont tu verrais les commentaires. Tu sais, on le sait que les réseaux sociaux et les algorithmes nous cloisonnent avec des gens qui pensent comme nous, qui Exact. aiment les mêmes choses. Oui. On a vraiment, vraiment perdu ça, je pense, en étant dans les réseaux, cette mixité finalement sociale. Oui, puis tu sais, c'est sûr qu'en voulant rassembler les gens dans dans la vraie vie, si on veut dire, là, Oui, c'est sûr qu'on travaille par moments à contre-courant. Moi, ce que j'aime dire, des cuisines où on fait la transformation, puis où on fait les repas, c'est il faut qu'elles soient efficaces, mais pas trop. Dans le sens comme, c'est correct que ça prenne du temps à couper mmh, les carottes parce que ça fait partie, en fait, de l'action. Tandis que si on avait une machine qui coupait super rapidement, oui, on pourrait faire des plus gros volumes plus vite, puis ça serait probablement plus efficace, moins exigeant, mais c'est pas c'est vraiment pas ce ça le genre de but. rapport-là à la bouffe Ouais. qu'on veut développer. Puis je pense qu'on a la même approche à la ferme, en fait, de dire comme, on fait le choix de pas être mécanisé, parce que d'un, on est pauvre, mais aussi mais aussi parce qu'en fait, on veut remettre l'humain au centre de ces processus-là, de faire pousser la bouffe, de la cuisiner. Donc, on s'éloigne aussi volontairement de ce qui permettrait d'aller plus vite Ouais, parce que il faut donner le temps aussi aux gens de se déposer à un endroit pour que les discussions s'ouvrent. Dans nos horaires de tous les jours, on est toujours pris sur une certaine vitesse ouais. où finalement on n'a pas le temps de se déposer puis d'entrer en relation. Puis le fait de transformer la bouffe en gang, c'est des moments où on cherche à arrêter le temps puis à Oui. se poser. Là, je dis ça, tu sais, on a toujours des impératifs du genre, faut que la bouffe soit servie à telle heure, puis on n'y arrive pas toujours, à être aussi chill qu'on voudrait, mais Oui, oui, oui. mais vraiment d'avoir des cuisines qui sont pas si performantes que ça aide, en fait. Mais c'est aussi, je trouve que des fois, on peut tomber dans le piège à gauche de tellement, tellement se concentrer sur l'objectif qu'on veut atteindre qu'on en oublie de modifier nos processus, alors qu'en réalité, le monde dont on rêve, je sors tout le temps cette expression, ben, on peut l'incarner dès maintenant, mais c'est une transformation qui passe par le fait de, ben, si on rêve d'un monde où que on est plus connectés les uns avec les autres, on tisse vraiment des vraies relations, chacun participe, on est d'humain à humain, ben, ça passe par la lenteur, le fait qu'on mécanise peut-être pas nos processus, qu'on est moins efficace, mais qu'on déconstruit toutes ces choses-là capitalistes qu'on a intégrées finalement. Donc, je trouve ça super intéressant ce que tu nommes. Puis, pour revenir justement au grenier, vous avez aujourd'hui accès à une terre à l'île Bizarre. La terre est en fiducie. À quoi est-ce que ça va permettre cette terre pour les greniers agricoles? Ouais, ça, c'est vraiment un nouveau volet du projet qui est un peu tombé, du ciel, qu'on n'attendait pas, comme ça faisait 2 ans qu'on s'accommodait bien d'être un mouvement, agricole sans terre. On a vu une ouverture, en fait, c'est l'UPA, qui est l'Union des producteurs agricoles, qui a fait un appel de projet là, pour les projets agricoles de la relève, ce qui est une case dans laquelle on peut se glisser. Et on a présenté notre projet, ils ont aimé, en fait, puis là, aujourd'hui, on est sur un bail de 5 ans automatiquement renouvelable. Puis le fait de mettre sa terre en fusa, là, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est que la terre, en fait, est comme retirée du marché, donc elle ne peut plus être vendue concrètement, donc son usage agricole est préservé à perpétuité. Puis ça, indépendamment Ouais, si les greniers arrêtent ou pas un jour, ça va être un autre projet agricole. Tu sais, je veux dire, ça sera jamais des condos, par exemple. ouais. Donc c'est une protection plus grande que ce que le zonage agricole peut offrir. Puis ça, je veux juste Puis préciser une petite chose là-dessus, oui, c'est que les gens aiment parler des FUSA, fiducie d'utilité sociale agricole. oui, Le terme agricole n'est pas dans le code civil. C'est un terme que nous, on rajoute parce que, bon, je pense que l'UPL l'utilise parce que ça qualifie les fiducies qui sont de ce type. Mais on peut créer des fiducies d'utilité sociale de n'importe quoi. On pourrait retirer des bâtiments du marché pour pouvoir vivre dedans. On pourrait. C'est juste qu'on prend un bien, en fait, et il s'appartient désormais à lui-même et il y a une vocation, une mission pour toujours et on peut plus exact. jamais le revendre. Donc ça, je le précise parce que les gens tripent sur les fusas, mais soyons créatifs et faisons des fiducies partout. Voilà. Absolument. Donc oui, puis pour en revenir à la ferme, ben, essentiellement, ce que ça nous permet de faire, c'est pour nous, la ferme, oui, si c'est en premier un projet agricole, dans le sens que c'est pour toutes les questions que je te parlais de répondre aux besoins de nourriture en hiver, ça, tout ça reste vrai. Mais je pense qu'il y a vraiment un besoin dans nos sociétés de respirer puis d'avoir des tiers-lieux, des endroits, en fait, qui n'est pas chez toi, qui n'est pas ta job, où tu peux Mmh, évoluer, pas dans un rapport marchand. Puis on a absolument. aussi besoin de ces lieux-là dans une proximité avec la nature, donc pour Mmh. nous, on voyait aussi ça comme, un refuge, un endroit où tu peux venir,
passer la journée en nature, te ressourcer essentiellement. Ouais, Puis pour en revenir à la question politique, il y a toute la question aussi d'acquérir les savoirs nécessaires à, par exemple, tenir des mouvements d'occupation comme il a pu se faire à McGill pour la cause palestinienne. Parce qu'il faut pas se leurrer aussi, un des gros problèmes de notre société en ce moment, c'est qu'il y a des verrous sur tout. En fait, sur les bâtiments, sur les usages de la terre et tout ça. Puis ça, en quelque part, ça nous condamne dans notre rôle de travailleurs salariés. Parce que si les gens n'ont pas accès eux-mêmes à la terre pour se nourrir, par exemple, ben, elles sont comme condamnées à toujours dépendre des grandes épiceries, tu sais, comme Maxi. ouais, Puis là, dans un contexte inflationniste où de plus en plus de gens n'est pas capable de payer son panier d'épicerie, ben, ça cause vraiment un climat social où il y a une dépendance des salariés face à ça. Puis nous, notre position, les greniers, c'est que il faut absolument libérer les terres, finalement. Libérer les terres pour se défaire des verrous qui nous maintiennent dans des rapports sociaux qui fait qu'on n'a pas le temps d'investir notre démocratie, en fait. Parce que si tu travailles temps plein dans une job, puis que tu as des enfants et tout ça, mais tu as pas le temps de faire vivre tes organismes communautaires, tes ouais. ligues de bowling. Puis à terme, ça, Les gens sont épuisés. ça a beaucoup d'impact sur le tissu social. Ça fait disparaître les 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 comités de les comités quartier, de les ouais, quartier, les ouais. ligues associatives, tout ça. Puis on en revient à la question de, ben, ça t'isole, puis c'est un climat vraiment propice au fascisme, finalement. Donc pour nous, il y avait 2 c'était 2 aspects. C'était de trouver des manières de libérer la terre, puis de l'utiliser de manière comme ce qu'on pourrait dire offensive. C'est-à-dire que nous, ça nous intéresse pas de juste faire des paniers bio. Je respecte tous ceux qui font ça, mais on voulait vraiment utiliser la nourriture d'une manière qui va aider à solidariser les communautés, qui va pousser de l'avant. Par exemple, une des choses qu'on pourrait prendre de la France, eux autres, ils ont tout un mouvement des greniers agricoles en France qui sert à nourrir les mouvements de grève. Donc, quand des travailleurs-travailleuses se mettent en grève, ben, elles amènent de la nourriture de la ferme pour soutenir les travailleurs qui n'ont pas de revenus, puis leur offrir de la nourriture. Donc, ce que ça fait, c'est que ça change un peu le rapport de force avec l'employeur parce que ça permet de faire perdurer la grève, puis ça limite l'épuisement matériel des travailleurs en grève. Puis nous, on croit vraiment qu'il y a une avenue dans cette direction-là de changer notre dépendance au marché, de sortir du marché, en fait, sur les questions du logement. Oui, mais nous, on agit au niveau de la bouffe, Ouais. puis de l'utiliser comme levier pour faire avancer des causes sociales. C'est quoi votre idéal avec les greniers agricoles si tu rêves des greniers de demain? Mmh. Je sais que vous avez un projet de partenariat avec les universités. L'important de ce que je voudrais dire là-dedans, c'est d'un, ça va en prendre plus qu'un grenier, puis c'est pas obligé de s'appeler les greniers agricoles. Tu sais, c'est à la portée de tout le Mmh. monde, c'est pas obligé de passer par nous. Moi, Vous je voulez rêve pas un vraiment monopole. c'est ça. Je rêve vraiment d'un réseau étendu de maillage entre production alimentaire puis l'action militante parce que il y a des choses qui se passent à Rouyn-Noranda, il y a des choses qui se passent à Sept-Îles, il y a des choses qui se passent dans le Bas-Saint-Laurent, puis il y a plein de gens qui agissent déjà en réponse aux enjeux dans leur communauté là-bas. Mais moi, mon rêve, ça serait vraiment d'avoir un réseau qui s'étend sur tout le territoire puis qui est capable d'agir là où la lutte nous porte finalement, tu sais. Ouais. Puis je fais un petit détour aussi pour parler du fait qu'une des choses qu'on veut vraiment aussi permettre aux gens d'apprendre à la ferme, puisque nous, on est dans un contexte proche de Montréal, très urbain, c'est l'apprentissage de savoirs de plein air, en fait. Parce que il y a beaucoup de luttes au Québec qui se déroulent en nature, en forêt. Si on pense par exemple à l'Alliance Mammo, des Premières Nations qui luttent en ce moment contre les coupes forestières Ouais. au nord, mais il y a souvent des appels aux alliés allochtones. Mais pour ça, il faut avoir un degré d'autonomie, tu sais, il Faut faut avoir avoir un un certain savoir-faire. niveau Ouais. d'expérience en camping finalement pour être capable de pas devenir une charge rendue. J'allais dire justement, on peut avoir toute la bonne volonté du monde. Si on arrive non préparé dans un endroit où on veut aider, on va être un fardeau, en fait. Exact, Ouais. exact. Puis ça, c'est la réalité du territoire, au soi-disant Québec, d'être comme c'est un territoire qui est très étendu avec peu de population. Il y a beaucoup de moments où tu vas être amené à être dans un environnement similaire, là, où il va falloir savoir comment se tenir en vie, finalement. Ouais. Par exemple, ça peut être juste comme savoir partir un feu, savoir faire un bon Mmh. nœud pour faire des abris. Rien de bien sorcier, mais vraiment des savoirs qu'il faut se transmettre. Puis il faut avoir l'espace pour le faire. Puis c'est pour ça qu'à mon avis, tu sais, la terre qu'on vient d'acquérir, oui,
c'est bon au niveau agricole, mais c'est juste bon aussi pour se rassembler puis communiquer des savoirs qui pourraient être utiles. Ouais. Ouais. Vous êtes en pleine campagne de sociofinancement. Je pense que c'est 95 000 que vous essayez d'aller chercher avec la ruche. Qu'est-ce qui se passe si vous atteignez ce montant-là? Avec la ruche, ils ont un programme en ce moment qui permet de doubler Wow. le montant d'une Mmh. campagne. Essentiellement, si on touche 95 000 et plus, ben, on double ce montant. Vous Donc, avez jusqu'à quelle date? on a jusqu'au 15 juillet, puis on est comme à 60 de notre objectif, fait que ça va bien. Faut donner un dernier coup. Puis essentiellement, ça va nous permettre de stabiliser, le projet agricole au niveau matériel. Puis, tu sais, on en parle là, du grand territoire et du kilométrage qu'il faut parcourir pour les distributions. Ça coûte Ben, ça cher coûte cher en d'essence. gaz, puis ça Mais coûte cher en usure de voiture, puis ouais. tout le monde est bénévole, donc on fait ce qu'on peut par rapport à ça, mais c'est sûr qu'il y a des enjeux matériels qui pourraient être couverts par rapport à ça. Puis il y a toujours aussi des tensions au sein du collectif par rapport à notre rapport à l'argent. Je pense qu'il y a aussi un degré de notre action qui veut se faire de manière, beaucoup dans la récupération de matériel, donc de construire une remise à partir de bois de palette, de bois trouvé. Je pense que ça fait aussi partie des apprentissages qu'on cherche à faire, mais il y a Ouais. des limites à ça, puis par moment, on a besoin d'argent, tu sais? Ouais. Ouais. Au festival Virage, quand il y avait justement la discussion avec les greniers, il y a eu beaucoup de discussions, en général sur les frustrations des fermières qui étaient présentes avec, l'UPA, là, tu l'as dit tout à l'heure, l'Union des producteurs agricoles. Mais vous, dans les greniers, c'est quoi vos rapports avec l'UPA? Tu sais, je pose cette question-là, c'est pas pour, invalider tout ce qui a été dit à Virage par rapport aux difficultés vécues avec l'UPA, mais c'est juste que je pense que quand on nomme constamment des problématiques et des difficultés, ça peut être super décourageant pour des gens qui voudraient se lancer. Vous, vous avez quand même un exemple d'une collaboration qui peut être fructueuse, donc je voulais un peu mettre ça en lumière dans ma Oui. question aussi, de donner un peu d'espoir, là. Ben, en ce moment, c'est, le propriétaire de la terre sur laquelle on est. Des grosses opérations comme l'UPA sont forcément traversées par plusieurs forces à l'interne. Puis, dans cette machine-là, il y en a, des gens qui essayent d'innover au niveau des pratiques et donc il y a des gens à l'UPA qui ont fondé un programme qui, en ce moment, au moment où on se parle, achètent des terres pour les mettre en fiducie, puis les offrir à un prix abordable à la relève agricole. Donc ça, à mon avis, c'est une action qui est quand même porteuse parce qu'en fait, comme libérer des terres de la financiarisation par l'action politique, c'est des années de lutte. C'est sûr que si tu es capable de juste l'acheter puis de la mettre en fiducie, tu gagnes beaucoup de temps. Mais qui est capable de faire ça, sauf peut-être l'UPA qui a d'énormes moyens financiers, tu sais? Puis moi, je sais qu'à l'interne, dans le fond, c'est complètement, perdant pour eux au niveau économique de faire ça. C'est vraiment dans un esprit de préserver la fonction agricole des terres, puis Ouais. peut-être aussi de se garantir un membership pour les années futures parce que si les terres continuent d'être aussi chères, il y aura de moins en moins de relève. Fait que peut-être que Ouais. c'est un instinct de survie qui est apparu au Dans sein tous même les de cas, ça peut nous l'UPA de faire ça, servir, ouais, mais ça nous sert, exactement. ouais. Comment ça se passe, les relations entre les personnes qui s'impliquent dans les greniers agricoles? Comment vous prenez soin les uns des autres? Je pose cette question parce que on le sait, là, le métier d'agricultrice, agriculteur, c'est extrêmement prenant, extrêmement Mmh. difficile sur le corps, sur Mmh. l'esprit aussi, parce que on se bat contre un système qui est tellement plus grand que nous, puis les horaires ne sont pas des horaires de bureau, on va le dire comme ça, là, c'est Mmh. très intense. Ouais, quelle est la place du soin? Ouais, je commencerai ma réponse en disant que on n'est pas tous agriculteurs, agricultrices, dans les greniers agricoles du fait que ça fait 2 ans que le projet existe, puis ça fait à peu près 2 mois qu'on a la terre. Donc il y en a qui s'impliquent dans le projet, puis sont plus juste, tu sais, ils s'impliquent plus au niveau de la cuisine, par exemple. Fait que c'est pas tout le monde qui a nécessairement le vécu, agriculteur là, là-dedans. On se pose beaucoup la question par l'angle de: «C'est quoi ton désir, en fait? C'est quoi que tu as envie de faire?» Je pense que vraiment l'épuisement vient des fois du fait de comme la distance entre ce que tu fais puis ce que tu as envie de faire, puis cette dissonance cognitive-là qui est en soi prenante. Je dis pas que si c'est même quand c'est quelque chose que tu as envie de faire, tu peux être fatigué, mais je pense vraiment on commence en premier en se demandant, tu sais, c'est quoi tes envies? Parce que c'est souvent une question qu'on se permet pas de se poser, en fait, sur le marché du travail. En fait, tu as un travail à faire, tu as une tâche, puis il faut juste que tu es sous contrainte financière, en fait, de la faire parce que tu dois payer ton loyer ou ton épicerie, tu sais. Donc, une des premières choses qu'on commence, c'est vraiment de fonctionner par envie. Ensuite, on aime ça, c'est un coup que les envies sont nommées, on aime ça se diviser en essaims qu'on appelle, un peu comme les abeilles. Fait qu'on a Mmh. des essaims dans certains volets du projet. Fait qu'il y a vraiment moyen de t'impliquer dans les greniers avec
non seulement avec le temps que tu as, il y a Ouais. pas d'impératif de comme tu dois donner 30 heures semaine, là, par exemple, mais aussi de le faire dans ce que tu as envie de faire. Puis évidemment, il y a des tâches que personne veut faire, notamment les tâches Mmh. administratives. Donc, quand les tâches sont aliénantes par la force des choses, parce que la comptabilité, c'est aliénant. En tout cas, je peux juste parler personnellement. Ben, on se dit que quand une tâche est aliénante, il faut la faire à plusieurs. Puis ça, Mmh. ça vaut aussi pour la ferme, parce qu'il y a des Rendre il y ça a plus rigolo. exact, il faut pas vivre son aliénation seul. Ouais. Puis ça vaut aussi sur les tâches de ferme, parce que quand vient le temps de désherber ou de bêcher, ben, c'est pas sexy longtemps, tu sais, en fait. Donc, on essaye quand même de mettre le plus de gens possible sur cette tâche-là, d'y aller en rotation, de mettre de la musique, de faire ce qu'on peut pour la rendre, Mmh. agréable finalement. J'aime beaucoup ce que j'entends, c'est l'idée de ramener le plaisir dès le départ au sein des tâches, c'est avec la musique, avec le fait de passer du temps ensemble. On n'y échappe pas, il y aura des moments que ça sera décourageant et moins drôle, Ouais. mais des fois, quand on parle de prendre soin, nos esprits vont directement à la question de la gestion des conflits. Alors que, ben, il y a de la prévention, puis la prévention, ça passe aussi peut-être par le fait d'avoir du fun quand on s'implique ensemble. Oui, puis pour moi, le care, ça passe aussi par l'interdépendance, en fait. De faire des rotations, mais aussi d'avoir à l'esprit de comme être conscient en fait des gens autour de soi. Est-ce qu'elles vont bien dans leurs tâches? Est-ce qu'elles ont l'air d'être en difficulté? De faire des bonnes rotations, d'être juste conscient des gens autour, puis du fait qu'on peut s'appuyer l'un et l'autre. La rotation permet souvent de prendre conscience qu'est-ce qui est difficile dans chaque Oui, tâche. on fait pas Parce que que c'est la un même chose tout le temps, là. exact, puis on a un vécu partagé en fait. Ouais. Donc, après un coup que tu as fait des rotations de tâches, tu te rends compte rapidement de comme, hey, si telle personne est sur cette tâche depuis longtemps, Mmh. ben, c'est sûr que c'est difficile. On va Ouais, l'aider. ouais, ouais. Donc, dans cette Se mettre dans les interdépendance-là, souliers des autres. exact, c'est un vieil adage, mais c'est encore Ouais. vrai. Quand on était à Virage, il y avait des fermières qui étaient présentes, qui adoraient l'idée des greniers agricoles pendant la présentation. J'ai vraiment observé un engouement, un élan de ces personnes-là à embarquer dans le réseau, à participer. J'ai un peu quelques questions pour toi là-dessus que je vais te donner en rafale, comme ça tu Oui. prends l'angle qui te plaît. Mais je me demande pour ces personnes-là qui peut-être nous écoutent en ce moment, comment est-ce qu'elles peuvent rejoindre le réseau des greniers? Mais en avez-vous même la capacité d'accueillir plus de fermes? Est-ce qu'on en est déjà à l'étape de créer d'autres greniers, par exemple, si des gens sont sur la côte nord? Est-ce que ce serait plutôt une collaboration de dire, ben, on va vous aider à démarrer vous-même ces réseaux-là? Voilà. Il y a toujours des conseils logistiques ou même certains prêts matériels qui peuvent être faits pour aider à démarrer. Mon conseil de base pour les gens qui veulent démarrer des greniers, c'est j'aime pas ça y aller avec une recette, tu sais, établie. Je pense pas que c'est réaliste. Mais Ouais. je pense que vraiment, c'est de se poser la question: «Qu'est-ce qui affecte ma communauté en ce moment?» Puis la chance qu'on a de vivre dans l'ère de fin du capitalisme, c'est que tout est en train d'exploser en même temps. Fait que c'est sûr que proche de chez toi, il y a un projet industriel un peu fucked up qui est en train de se faire, tu sais. Juste aujourd'hui dans les nouvelles, tu sais, en Montérégie, sont comme en manque d'eau en Montérégie-Ouest, puis il y a une usine d'embouteillage de bouteilles d'eau qui va s'ouvrir à un moment où genre Mmh. les agriculteurs puis les gens de la région ont de la misère avec la nappe phréatique. Fait que c'est un exemple parmi tant d'autres, là. Il y a des exemples à Rouen, il y a des exemples en Gaspésie, par exemple. Fait il y aura toujours une cause à laquelle te joindre. Puis en premier lieu, je pense, c'est de faire du maillage entre cette cause-là, puis des fermes de la région. Fait que d'être l'agent liant, c'est un peu ça le rôle premier des greniers. Donc, c'est de prendre sa voiture et d'aller se promener de ferme en ferme. Mmh. Et il y a pas de grenier possible pour moi sans l'implication des agricultrices, agriculteurs de la région. Donc, ça commence par là. Puis je tiens à dire vraiment que c'est pas obligé de commencer avec un local ou avec une terre ou avec beaucoup d'équipements, là. C'est quelques bacs au Canadian Tire, tu mets ça dans ton char, puis tu fais ce que tu peux, là. Puis dans cette question-là, évidemment, nous, les greniers depuis, on a développé des contacts avec des fermes. Fait que des fois, on a des contacts avec des fermes même avant d'être présent sur le site. Fait qu'on peut t'aider à ce niveau-là. On a accumulé du matériel aussi pour les distributions. On peut être avec toi à ce niveau-là. Mais ça peut pas se faire en silo, puis c'est vraiment d'être un agent liant, là, dans ta communauté. Fait que essayer de connecter peut-être une cuisine communautaire qui est dans ton village avec les agriculteurs pour ensuite rejoindre les mobs. Mais c'est essentiellement d'être un people's person que ça prend. Mmh.
Pascal, j'ai fait un épisode avec la ferme de la Dérive, qui est située Oui, sur la fiducie Sagittaire au Bic. C'est oui, je sorti, connais, je crois, en janvier, un truc comme ça, avec Gab. avec Gab. La Dérive se nomme elle-même ferme anticapitaliste. Épisode super cool, allez l'écouter. Je voulais savoir, Pascal, c'est quoi, toi, ta vision d'une ferme anticapitaliste? C'est une bonne question. Écoute, pour moi, je pense une ferme anticapitaliste, c'est en premier une ferme qui se refuse de s'établir dans des rapports marchands, qui se refuse de mettre un prix sur les légumes. Je trouve ça vraiment important parce que souvent, dans les débats des fois qu'on a avec, des producteurs, productrices, on se fait souvent demander: «Mais comment tu vas en vivre de cette ferme-là si tu vends pas tes légumes?» Puis la question en elle-même est correcte là, est valide. Ouais. C'est juste que je trouve que à notre époque, on a des fois perdu un peu de vue pourquoi on travaille, je trouve. Il y a eu un bris du contrat social que Mmh. personne nous a parlé, je pense, dans le sens que Mmh. à la base, tu sais, on devait travailler pour le logement, puis, tu sais, pour avoir nos besoins matériels répondus. Fait que le Ouais, logement, la bouffe, puis de l'extra, là, si on veut. Mais maintenant, de moins en moins de gens sont capables de combler ces besoins-là par ouais, leur travail salarié. Puis en fait, il y a beaucoup de travail en ce moment qui se fait, beaucoup de travail, tu sais, quand je parle de beaucoup de travail, je parle de beaucoup d'emplois, en oui. fait, dont l'activité est carrément nocif pour le futur des enfants, pour le futur de la Ouais. vie sur terre, Ou qui ne servent à rien, là, ça, c'est ou David qui ne servent Griebel, je à rien pense, avec les les bullshit bullshit jobs, jobs. exact. Donc, moi, je me questionne à savoir pourquoi un projet n'est que valide si elle peut te dégager un salaire en soi. Puis je trouve que de toute manière, il y a plein de fermes qui font le pari de la commercialisation, puis ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup Qui de sont en détresse précarité, psychologique, ouais, chez les fermiers, fermières et c'est terrible. donc nous, on fait un peu le pari que s'il y a suffisamment de gens qui viennent à la terre, puis si le projet est dans les principes d'autogestion, tout le monde va être capable de se nourrir, tout le monde va être capable de prendre soin de la terre collectivement, puis on ne sera Mmh. pas obligé d'entrer dans un rapport marchand parce que moi, il y a quelque chose de dystopique avec l'idée de mettre un prix sur du brocoli. Je sais que c'est Ouais, la base ouais. des échanges nourriciers, là, puis tous les membres des greniers, on se refuse à cette logique-là. Puis voilà, ça revient un peu au principe de comme, il faut sortir de notre emprisonnement de travailleurs, donc il faut se refuser aux logiques marchandes, en fait. Je trouve ça tellement intéressant que tu nommes ça maintenant parce que j'ai enregistré récemment l'épisode qui va sortir après le tien, le prochain, sur la bibliothèque de fleurs sauvages de Ottawa, qui est basée sur des principes de réconciliation autochtone, notamment à travers la réciprocité, mais le fait aussi de refuser la marchandisation de la nature et de dire que toutes les graines de plantes dont on peut se nourrir, toutes les graines de fleurs ne devraient jamais être vendues et tout doit complètement rester gratuit. Pour moi, il y a vraiment un lien philosophique peut-être avec ce que tu viens de dire entre les greniers et ce prochain épisode-là. Ouais, j'ai hâte de l'écouter. C'est ça, je fais un peu ma pub en même temps, mais il y a un côté croire en nos utopies Ouais. qui est très fort. Oui, oui, puis je pense en vrai qu'en ce moment, je veux dire, on a les yeux dans l'abysse, là, comme par rapport au génocide en cours, puis, à la fête, écologique que le capitalisme crée, donc on a le droit de souligner pour les utopies en ce moment parce qu'en quelque part, il va falloir faire de la préfiguration de ce qui va suivre après. Ouais. Puis si on continue d'accepter les mantras de la commercialisation, dans le cas des fermes, ben on libère pas de l'espace à un imaginaire plus grand, tu sais? Puis je pense que aussi quand tu es dans un rapport commercial avec ta terre, ça change tes pratiques aussi. Puis on revient à la logique aussi de la financiarisation des terres puis des prix, mais si tu as une grosse hypothèque à payer, tu feras pas de la permaculture, tu sais. Tu vas faire du concombre tomate parce qu'il faut que tu sortes du Tu vas volume. être coincé. Puis Ouais. si tu es dans des logiques productivistes, ben, tu vas utiliser tous les trucs qui sont à ta disposition pour sortir le plus haut rendement avec le moins de travail. Mais des fois, ça implique énormément de plastique, par exemple, pour Ouais. couvrir les sols, pour limiter le désherbage. Mais en quelque part, est-ce que c'est écologique le bio, c'est plein de plastique? Puis tu sais, je veux pas mettre la faute sur les agriculteurs, agricultrices nécessairement qui travaillent déjà quand même très fort, Mmh. mais il va falloir challenger certaines choses qu'on prend pour acquis. Puis Ouais. nous, ça nous va en fait de tenter une hypothèse qui semble irréaliste, puis de juste avancer vers ça, puis de tester ce qui est possible là-dedans. Qui semble irréaliste et que pourtant vous accomplissez déjà, depuis un moment. Donc, So far, so good. vous êtes donné le droit de rêver puis vous l'avez accompli.
Je veux faire un rappel pour la campagne de sociofinancement. Oui. Justement, on est à 60% du 95 000. Ça sera doublé si c'est atteint. Il nous reste très peu de temps, que quelques jours, 15 juillet. Je souhaite vraiment que ça fonctionne. Peut-être pour ma petite dernière question de Oui. la fin, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent puis qui rêvent peut-être de partir des communs, que ça soit agricole ou pas? Mmh. Ben, que je pense que le moment de commencer, c'est maintenant, Mmh. puis que ça se fait pas seul. Puis je pense que quand tu oses nommer les utopies, en fait, tu libères le pouvoir d'action des autres. Quand Mmh. tu oses nommer que tel endroit devrait être un lieu où tout le monde peut se rassembler puis gratuitement, finalement, des fois, juste le fait de le nommer, ça rebondit sur d'autres, puis ça libère leur pouvoir d'action. Ouais. Puis il faut se donner le droit de rêver collectivement. Puis de pas attendre que tout soit bien monté ou bien préparé. Il y a comme pas de plan parfait, juste mets-toi en action tout de suite. C'est très beau. Merci beaucoup pour ce mot de la fin, tellement encourageant. Merci beaucoup, Pascal, pour ton temps, d'avoir répondu à toutes les questions, puis pour tout ce que tu fais au sein des greniers. Je trouve ça très inspirant. Mais merci à toi de donner le micro à des initiatives comme ça. Si cet épisode a résonné avec vous, je vous invite à le partager avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait avoir besoin d'espoir, besoin d'y croire, pour qu'on y arrive ensemble. Si vous avez aimé la discussion, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, laisser un commentaire. Ça aide à propulser le balado et à donner de la visibilité aux histoires inspirantes des gens qui changent le monde, une initiative à la fois. Finalement, si vous avez envie de vous impliquer dans des communs, d'en jaser, de participer à la vie collective, j'espère que cet épisode sera une petite étincelle qui nourrira votre élan. Merci pour votre écoute.